Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon top 10 de mes jeux vidéo préférés? Si vous êtes mon cousin ou ma meuf, ou que vous avez mon Twitter, oui. Mais la plupart des gens ici ne sont pas ces personnes, donc on va parler de ce top ici. Et on va commencer en balle avec un monument du JRPG tactique, Fire Emblem Three Houses. T'as vu un peu l'accent? Même si Fire Emblem c'est un peu niche, en vrai, ça reste une licence légendaire. C'est du JRPG tactique où on va mener des troupes en tour par tour à travers différentes batailles avec un système de mort permanent. C'est-à-dire qu'on va jouer un bataillon qui sera constitué de plein de personnages, en général très très bien écrits, bon, certains plus que d'autres, qui, si leur PV tombe à 0, c'est la mort définitive. Les personnages sont perdus. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du jeu, si on fait pas gaffe, on perd petit à petit toutes nos forces. Alors oui, on peut récupérer un petit peu des personnages, mais au bout d'un moment, ça devient réellement handicapant. Donc les troupes sont des ressources définies dont il va falloir prendre soin. D'ailleurs, il y a souvent des dialogues qui sont très bien écrits, et si des personnages combattent côte à côte, au bout d'un certain temps, ils vont créer de la familiarité. Ils vont devenir amis, tisser des liens au fur et à mesure que le jeu avance, ce qui nous implique directement émotionnellement. Là, je parle avec des grands mots, je parle d'émotion et tout, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va tous avoir un chouchou, et quand on va rater un calcul ou qu'on va pas capter que notre personnage, il y a pile poil sa faiblesse dans le champ d'action pas loin, il va se faire one shot, ben on va chialer. Parce que la sauvegarde, elle est turbo loin. Bon, ça arrive quand même relativement rarement, parce qu'à partir de cet opus, il y a une mécanique de retour dans le temps qui est implantée, ce qui fait que, bon, faut vraiment le faire pour qu'un personnage meure, ou alors qu'on se soit interdit d'utiliser cette mécanique. Ce qui serait techniquement l'équivalent d'un Nuzlocke dans Pokémon. Mais ce qui est assez fou, c'est que Fire Emblem Three Houses, c'est des musiques excellentes, des graphismes qui sont pour le coup vraiment bons, parmi les meilleurs personnages de la saga, et en plus, il n'y a pas une bonne histoire, il y en a 3, parce que techniquement il y a 3 campagnes, dont une secrète, donc techniquement il y a quasiment 4 campagnes. Elles sont toutes excellentes, c'est une dinguerie. En plus, le cadre change un peu, on est professeur, donc c'est un cadre scolaire, mais on est le professeur d'une école qui vient apprendre à faire ses armes, hein. C'est une école militaire littéralement. Donc malgré que le cadre soit quand même relativement classique, hein, ça fait très shonen, ben, ils arrivent à se dire, faisons un professeur. Et ça, c'est suffisamment rare pour que ça fasse du bien, et naturellement, ça donne de l'importance aux personnages qu'on joue. Bon, après, il y a un souci avec ce jeu, c'est qu'il a mis la barre tellement haute que je pense que maintenant nos attentes sont trop hautes. C'est-à-dire qu'il y a eu un nouveau Fire Emblem qui est sorti, et c'est pas qu'il est vraiment mauvais, il est ok. Mais tu peux pas faire un jeu ok quand t'as sorti cette masterclass. C'est probablement le meilleur épisode de la licence. C'est comme si Breath of the Wild, après avoir sorti un jeu qui a littéralement révolutionné le genre, sortait un jeu ok. Ah, forcément, le jeu il a beau être sympathique, techniquement, graphiquement, il est peut-être même un peu meilleur, mais par effet de contraste, il a l'air nul à chier. Voilà. Bref, voilà. Fire Emblem Three Houses, c'est disponible sur Switch, et il doit plus coûter très cher maintenant. Et en plus, maintenant, tout le monde a une Switch, donc vous n'avez pas d'excuses. Faites-le, parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Abonne-toi pour voir la suite du top 10. Il n'y aura que des classiques, hein. Vous attendez pas à voir des trucs très niches. Est-ce que vous connaissez Devil May Cry? Évidemment que vous connaissez Devil May Cry, que ce soit par rapport à la série Netflix qui est sortie récemment, Trend TikTok, ou juste au même. Mais si vous connaissez Devil May Cry 3, vous saviez qu'il ne pouvait pas y avoir un top 10 sans qu'il soit là. Et le voilà, top 9. J'adore Devil May Cry. C'est une licence qui raconte des choses tragiques, qui a une très belle histoire sur fond de son protagoniste qui ride des roquettes, qui fait des ollies et qui court à la vitesse de la lumière. Il y a quand même une scène où il saute d'une tour, il se met à courir sur le mur de la tour pour la descendre plus vite, il jette son épée, tire sur le manche de son épée pour faire accélérer son épée, et il court et rattrape son épée. Complètement débile.
Mais je sais pas, j'adore ça. C'est constamment over the top et ça me fait marrer autant que ça m'impressionne. Et ça me fait quand même bien marrer quand même. Puis Dante, c'est quand même un personnage qui est hyper intéressant, il est relativement profond, il cache ses émotions, il est cool, il fait des cabrioles pendant que Lady lui parle du meurtre de sa mère parce que c'est un sale con. Mais en même temps, on voit qu'il n'est pas insensible. Sa mère, à lui aussi, elle est morte. Du coup, malgré tout, on sait que ça le touche, et on sait qu'il aide Lady, probablement, peut-être parce qu'il se reconnaît un petit peu en elle. Bon, après, c'est mon interprétation, hein. Ça se trouve, je dis des conneries, et il l'aide juste parce qu'elle est bonne. Hein. Tout à fait possible. Mais Dante, c'est aussi sa relation avec son frère, qui est... Oh là là, déjà, j'aimais bien dans le premier, parce que c'était très subtil ce qui se passait entre eux, il y avait beaucoup de non-dits, c'était hyper intéressant. Et là, c'est un préquel, donc on peut connaître un peu plus son frère et la nature de leur relation. C'est génial, j'adore leur relation, elle est trop cool. Surtout que les pics de difficulté du jeu proviennent systématiquement de Vergil. Vergil, c'est un boss qui est récurrent pendant tout le jeu. Qu'est-ce qu'il est dur! Oh, qu'est-ce qu'il est dur! Et pourtant, je jouais en normal. Mais de toute façon, le jeu, globalement, est, je pense, le plus dur de la licence. Bon, pour l'instant, j'ai fait que le 1, 2, 3, et le 2 était particulièrement nul et facile. Donc bon, en vrai, ça se joue plutôt pour l'instant entre le 1 et le 3, et pour le coup, le 3 est vraiment plus dur. Il est dur, mais il y a un petit côté Dark Souls, entre guillemets, hein, pas dans la difficulté, hein, c'est pas le Dark Souls des beat'em up. Beat'em all, je sais plus. Mais plus dans le sens du moment où t'as réussi à caler un combo que tu travailles depuis un moment sur le boss et t'arrives à abattre le boss, il y a une satisfaction, c'est la même que tu retrouves dans Dark Souls quand t'as appris les patterns et que t'as réussi à abattre ce boss qui t'emmerde depuis une demi-heure. D'ailleurs, mention spéciale à l'avant-dernier boss qui est absolument fabuleux, pas par rapport au boss en lui-même, le boss en lui-même il est un peu nul, faut le dire, mais par rapport à la mise en scène du combat, et surtout le mode exclusif à ce combat qu'on débloque, ça valait tellement le coup d'arriver jusque là, et pourtant c'était pas facile d'arriver jusque là, non mais parce que vers la fin du jeu t'as quand même un niveau où faut que tu fasses une espèce de, pas vraiment un boss rush, mais quasiment, où tu dois réaffronter tous les boss que t'as déjà tués dans le jeu. Ouais, je comprends que c'est censé pour montrer l'évolution du fait que maintenant tu maîtrises beaucoup plus le jeu par rapport à quand tu galérais contre ces boss. Et les boss restent pas évidents, donc même si maintenant tu les torches beaucoup plus vite, c'est un peu la galère. Je trouve ça un peu répétitif. Je sais pas si c'est très pertinent en vrai. Mais bon, avec la spéciale édition, on a enfin les niveaux de difficulté qu'on aurait dû avoir en Europe. On a un mode pour jouer Vergil. Non, vraiment, on a droit au bonheur. Sans déconner, c'est un jeu à faire au moins une fois dans sa vie. C'est dispo sur à peu près toutes les plateformes, sauf sur Switch. Alors que ça pourrait, hein, techniquement, c'est un jeu PS2, mais bon. Donc bon, abonnez-vous, partagez s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup. Et j'espère que je suis moins timide au fur et à mesure et que ça s'entend. N'hésitez pas à me dire si j'ai l'air plus à l'aise. Même si bon, j'ai pas trop l'impression.